Donc nous voyons bien qu'aujourd'hui, nous avons, au-delà de l'aspect éducatif, un enjeu de citoyenneté. On ne pourra pas bâtir des responsabilités collectives sur des irresponsabilités personnelles. Et si nous laissons le champ des émotions l'emporter sur celui des convictions, l'évolution de la démocratie peut amener à la dictature de l'émotion et de l'urgence. Et nous voyons bien que développer le sens critique n'est pas un enjeu éducatif simple, c'est un enjeu de donner les clés de liberté de choix à un individu qui vit sinon sous la dictature de l'émotion. Et l'on voit bien que cet enjeu éducatif doit avoir pour but non pas de remplir la tête, mais d'éveiller les consciences. Et on a une inversion de la problématique du système éducatif. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'au lieu d'avoir uniquement un ratio sur le taux de mortalité, c'est à taux de mortalité identique, quel est le taux de fertilisation des talents qui sont confiés à un État pour faire en sorte d'optimiser toutes ces consciences, toutes ces capacités d'imagination, toutes ces capacités d'innovation que peut représenter une jeunesse, mais dont malheureusement la conscience peut être complètement stérilisée, fragilisée par cette période de 0 à 5 ans, dans laquelle cet enfant découvrira l'absence de l'interdit, donc non pas l'amour qu'on lui porte, mais le mépris. Et notre société d'aujourd'hui est dans une société qui se pose deux questions. Les nôtres étaient de caractère sexuel et de caractère moral. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou pas le droit de faire? Les questions de notre jeunesse d'aujourd'hui, c'est quelle est mon identité? Qui suis-je? Quelle est ma référence? Quelles sont mes valeurs collectives? Mais aussi, quelles sont mes capacités? De quoi suis-je capable d'eux? Or, généralement et trop souvent, tous nos systèmes éducatifs mettent les enfants non pas devant leurs potentialités, mais devant leurs échecs. Et on rajoute une souffrance à une souffrance. Et on rajoute un mépris à un mépris. Et l'on voit bien que pour fuir cette accusation de nullité, à l'évidence, les enfants ont trouvé un réflexe tout à fait intéressant, c'est qu'ils condamnent celui qui réussit, de façon à banaliser l'échec dans nos systèmes éducatifs. Et l'on voit bien que nous avons là un certain nombre de défis nouveaux. C'est comment faire en sorte, non pas d'obliger à apprendre, mais d'aimer apprendre. Et j'entendais ces cheminements par les vidéos, ces cheminements par d'autres systèmes. Je suis de ceux qui sont convaincus notamment que le sport et la culture sont des moyens de redonner des fiertés à les enfants qui sont écartés. Je suis maire d'une petite commune, plate, altitude zéro, j'ai investi dans un chantier d'escalade avec un montagnard. Quelle est ma plus belle récompense? C'est que le professeur de gymnastique est venu me voir 2 ans après en me disant « Monsieur Delevoye, le cours de gymnastique du mur d'escalade, 120% de fréquentation. Parce que celui qui est obèse et qui apparaît comme le nul en gymnastique, c'est celui qu'on va rechercher parce que c'est le plus costaud pour tenir la corde pour pas qu'on se casse la figure. Et il retrouve la fierté de lui-même. Et les enfants sont tellement heureux de retrouver la fierté d'eux-mêmes que pendant les récréations, ils demandent à faire des cours d'escalade. Donc la vraie question, c'est comment faire en sorte que l'on puisse redonner l'amour d'apprendre par la fierté que l'on a à apprendre, et non pas l'obligation d'apprendre. Et c'est une inversion du rapport à l'autorité. Trop souvent, nous cherchons à imposer notre autorité, alors qu'aujourd'hui, c'est l'acceptation par celui qui l'a subi de l'autorité qui est plus importante que l'exercice de l'autorité. Et que l'on voit bien que l'on ne demande pas aux enseignants plus de pouvoir, on demande aux enseignants plus de crédit. C'est la même chose pour les politiques. Et il y a donc des relations nouvelles entre la communauté professorale, qui ne peut plus se réfugier uniquement derrière son statut pour dire « je suis protégé, je suis supérieur », pas du tout. Mais on voit bien qu'il y a des notions de double respect réciproque qui doivent être relativement mises en place et qui fait que, dans ce cheminement de l'accès à la volonté d'apprendre, l'on voit bien que le regard que l'on a sur la lecture, sur l'écriture, sont des regards nouveaux. Lire, ce n'est pas comprendre des signes.
Lire, c'est découvrir la pensée de l'autre. Écrire, c'est pas être capable d'envoyer un message, c'est exprimer sa pensée par rapport à l'autre. Et échanger, c'est se confronter par rapport à l'autre. Et l'on voit bien que cela donne ce formidable retour à cette envie de se cultiver, de s'élever. La culture, ce n'est pas la supériorité, la culture, c'est la fraternité. La culture, ce n'est pas d'être supérieur, c'est l'éveil de l'esprit. Et l'on voit bien qu'à l'évidence, tous nos systèmes éducatifs sont basés pour titiller les intelligences, alors qu'aujourd'hui, c'est l'éveil des consciences et de l'esprit qu'il convient de mettre en place. Et c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental, puisque dans ces ruptures que vous évoquiez, l'on voit bien qu'il y avait cette compétition que j'évoquais entre les parents. Mais quand vous regardez sur les migrants, on n'a pas cherché à voir comment assimiler dans une communauté nouvelle par un partage de valeurs. On a confronté, on a un échec d'intégration parce que trop souvent, il y a quelquefois un choc culturel, voire une opposition culturelle entre une famille d'origine africaine qui a envie de demander à ses enfants de respecter les traditions et une école de la République qui demande de tourner le dos à ces traditions. Et l'on voit bien qu'entre l'obéissance parentale et l'obéissance à l'école, le choix est relativement vite fait, on respecte les parents plus que le système éducatif. Et on est en train de se dire, c'est un échec d'intégration. C'est peut-être tout simplement l'absence de volonté du système d'essayer de comprendre l'autre dans sa différence pour pouvoir, à partir de cette différence, l'amener vers une unité de valeurs, de partage de connaissances et de découverte de l'autre. Et l'on voit bien que sur cette notion, c'est tout à fait intéressant de voir que le XXIe siècle est le siècle de la diversité, le siècle de la rencontre avec l'autre, et que le drame du XXIe siècle, c'est le drame de l'isolement, y compris dans des lieux collectifs. Et que nos systèmes éducatifs ont tendance à protéger leur confort en faisant en sorte que quand les choses ne vont pas, on exclut plus que l'on inclut. Et que donc ne nous étonnons pas qu'il y ait des systèmes concurrentiels qui viendront concurrencer les systèmes éducatifs classiques. Et puis, trop souvent, on a occulté la dimension familiale. S'il n'y a pas d'adhésion parentale à la qualité scolaire, il n'y a pas de réussite scolaire. Un enfant ne peut pas se battre contre ses parents et contre le système en même temps et contre lui-même en même temps. Il est obligé d'avoir ce qu'on appelle une empathie. Avec les nouvelles technologies, nous sommes rentrés devant un phénomène nouveau. On se parle de plus en plus, on s'écoute de moins en moins. Une étude américaine vient de montrer que le temps d'écoute entre les parents et les enfants a chuté de 35%. Quel est le temps d'écoute des enseignants avec les enfants? Quel est le temps d'écoute des enfants entre eux? Quel est le temps d'écoute des parents entre les enseignants? Il n'y a pas de temps d'écoute. On parle, mais on n'écoute pas l'autre. Or, notre système éducatif, sa force, c'est l'empathie. C'est l'adhésion entre quelqu'un qui ne sait pas, mais qui sait montrer le chemin d'accès au savoir, nouveau. Le rôle du médecin n'est plus d'asseoir sa supériorité en disant au patient « Voilà ce que vous devez faire parce que moi je sais et vous, vous ne savez pas ». Pas du tout. Le rôle du médecin, c'est de construire une relation de confiance entre le patient et lui-même, non pas parce qu'il sait, mais parce qu'il dit en tant que médecin, par rapport à toutes vos connaissances que vous avez eues sur Internet, je vais vous dire ce que je crois, moi, être le meilleur pour vous-même. C'est la même relation qu'il doit y avoir entre l'autorité d'un professeur et l'acceptation de cette autorité par les enfants. Et l'on voit bien que trop souvent, tous les systèmes éducatifs sont basés sur des enjeux de pouvoir et non pas sur le pouvoir au service d'un objectif qui est celui d'éveiller les esprits, d'aimer et apprendre, de construire des individus capables de pouvoir raisonner, se choisir un chemin et d'avoir conscience.
Et c'est quelque chose qui probablement est un élément nouveau, puisqu'au lieu de gérer un élève, il va falloir accompagner un élève. Au lieu de gérer un élève, il va falloir avoir une approche globale et collective de l'élève. Si l'élève est malheureux chez lui, il ne sera pas heureux à l'école. Si l'élève a un choc culturel entre la volonté de respecter des traditions qui sont en contradiction avec ce qu'on lui apprend à l'école, il contestera le système scolaire et ce qu'on lui enseigne à l'école. Et l'on voit bien que donc, nous avons des réflexions et des équations nouvelles à mettre en place. Je ne crois pas ni à l'égalité des chances, ni à l'égalité des parcours, ni à l'égalité des situations. Je crois par contre à la nécessaire égalité des parcours. Le système éducatif doit permettre à tout enfant, quel qu'il soit, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa richesse ou sa pauvreté, d'aller au maximum de ses capacités. Et faire découvrir à un élève ses potentialités est plus important que de remplir sa tête. Malraux disait, il y a quelque chose de pire que la mort pour un individu. C'est de mourir un jour sans connaître les richesses qu'il portait en lui-même. Combien d'enfants sortent du système scolaire en étant complètement ignorants des richesses qu'ils portent en eux-mêmes, parce qu'on leur a demandé plus de respecter le système que de respecter leur personnalité. Et l'on voit bien que quelquefois un élève peut s'éclater par une alternance, par un apprentissage, par un métier manuel, et être complètement détraqué, brisé par une obligation de suivre un cursus qui ne lui convient pas du tout. Et l'on voit bien que nous avons là, me semble-t-il, une réflexion tout à fait intéressante. Parce que l'on se dit, comment éduquer des enfants qui sont en rupture familiale, en rupture éducative, par la migration ou parce qu'ils sont en rupture territoriale car ils sont dans la rue? La vraie question, c'est est-ce que notre système nourrit ces ruptures ou réduit ces ruptures? Et Elie Wiesel, très souvent, disait, lorsque je rentrais d'école, ma mère ne me disait jamais « Est-ce que tu as bien répondu ?» Elle me disait toujours « Est-ce que tu as posé la bonne question ?» J'espère vous avoir aidé à vous poser les bonnes questions.